Lorsque Kakuya, en son temps, avait proposé M. Etienne Longondo pour être nommé ministre, avait-il fait du clientélisme? Depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Les conditions de sécurité dans l'est de la RDC ont continué de se dégrader, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement des civils. Je suis vivement préoccupé face à la progression rapide du mouvement du 23 mars M23 au nord Kivu et de son expansion également vers le sud Kivu. Madame la Présidente, l'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux. Parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9 pays et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Le cadre des efforts déployés pour parvenir à une force plus offensive, le gouvernement de la RDC a demandé aux pays de la SADC d'intervenir. Ainsi, l'on peut aisément convenir que la SAMIDRC est loin d'être neutre. De fait, elle s'est même ralliée à des groupes armés illicites à forte connotation ethnique, tels que les FDLR, agissant sous couvert des FARDC. À cet égard, la progression continue des forces de défense rwandaises et du M23 dans l'est de la RPDC, notamment la récente occupation de plusieurs localités du territoire de Lubero, est inacceptable. Cette avancée constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons instamment le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. De même, nous appelons les FARDC à tenir leurs engagements et cesser leur soutien au FDLR. La France est très préoccupée par l'escalade en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces violences alimentent la crise et les violations du droit international. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du nord Kivu. Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. Leur accumulation a une grande responsabilité dans l'aggravation des tensions. Les armes circulent dans le monde entier, bien au-delà des zones de conflit. Cette prolifération est la cause directe de nombreuses violences. Omeli boni ne salio boy. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Au sommaire, célébration ce 9 juillet 2024 de la journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres en RDC. C'est à l'école de la police de Kasangulu que cette célébration a eu lieu sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et puis à dater de ce jour, le gouvernement de la République va procéder à la récupération de biens privés de l'État qui ont été spoliés par des particuliers. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Urbanisme après un tête-à-tête qu'il a eu avec son collègue de la Justice et Garde des Sceaux.
Merci d'être si nombreux à nous suivre, Madame, Messieurs. Ce journal s'ouvre à la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier à la Cité du Mont-Ngaliema la deuxième réunion de la Task Force du Haut Commandement militaire. Cette réunion succède celle tenue le vendredi 5 juillet dernier. Outre les hauts commandements militaires, cette réunion a réuni entre autres le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, le ministre des Finances, les directeurs des cabinets du président de la République ainsi que les responsables des services de sécurité. Plus de détails dans ces reportages. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui la task force du Haut Commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs d'opération militaires venus du front, le vice-premier ministre en charge de la défense, le ministre des Finances, mais aussi les responsables des services de sécurité et certains conseillers du président de la République. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la task force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et puisqu'on parle de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, en proie à l'activisme du M23 soutenu par l'armée rwandaise, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a tenu à éclairer l'opinion sur son séjour à Zanzibar où elle a eu un tête-à-tête avec son homologue rwandais. J'ai l'occasion d'y répondre, de répondre à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos débats. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer, et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, est le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda.
Justement, les conflits qui opposent la République démocratique du Congo et le Rwanda et la crise sécuritaire qui sévit dans la province du Nord Kivu était au centre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prenant la parole, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a laissé entendre que cette crise sécuritaire prend de plus en plus de l'ampleur et ça s'étend justement vers la province du Sud Kivu voisine. Suivez son intervention. Les conditions de sécurité dans l'est de la RDC ont continué de se dégrader, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement des civils. Je suis vivement préoccupé face à la progression rapide du mouvement du 23 mars M23 au Nord Kivu et de son expansion également vers le Sud Kivu. En dépit des nombreuses opérations menées par les FARDC, souvent appuyés par la MONUSCO et la SAMI-DRC. Ces 2 dernières semaines, le M23 a pris plusieurs localités stratégiques au Nord Kivu, notamment la ville de Kanyabayonga, située à cheval sur les territoires du Lubero et du Rutshuru. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Comme l'a indiqué le... Et de son côté, les représentants de la République rwandaise aux discussions devant les conseils de sécurité des Nations Unies a demandé à l'organe de sécurité internationale de cesser de soutenir la mission de la SADC qui est déployée en République démocratique du Congo pour mettre fin justement à cette crise et appelle ainsi à la République démocratique du Congo de bannir tout son soutien au FDLR. Suivez. Excusez d'avoir à demander une fois de plus la parole, mais il faudra que les contre-vérités soient dénoncées, que ça ne puisse pas prendre les devants devant ce Conseil qui est un organe très respectable de la communauté internationale. Madame la Présidente, l'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux. Parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9 pays et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce qui forme en fait la République démocratique du Congo. Donc nous avons chez nous des Angolais, nous avons des Gabonais, nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Zambiens. Tous les pays limitrophes au nombre de 9 ont leurs ressortissants en République démocratique du Congo et vivent paisiblement avec les populations congolaises. Donc il est absurde de croire qu'on ne s'en prendrait qu'aux populations rwandophones. Pour quelles raisons? Parce que nous ne voyons vraiment pas de raisons valables de nous en prendre aux populations rwandophones. Deuxièmement, les causes profondes du conflit. Nous en avons déjà parlé ici devant ce Conseil. Nous partons en 1994, lorsque le génocide a eu lieu. Le génocide s'est déroulé au Rwanda entre les Rwandais et les Hutus, qui est une majorité de la population du Rwanda, ont été accueillis par la République démocratique du Congo à la suite d'une opération militaire qui avait été autorisée par les Nations Unies. Ils se sont réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils constituaient, selon le Rwanda, une menace à cette époque-là. La République démocratique du Congo a même accepté de mener des opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour justement s'attaquer aux FDLR pour que le Rwanda ne dise pas qu'il constitue une menace. Aujourd'hui, les rapports des organisations internationales établissent que c'est une force résiduelle qui ne représente rien. Et je l'ai dit ici devant ce Conseil, le Rwanda a déjà déclaré que les FDLR ne constituent pas une menace à sa sécurité. Pourquoi il continue à dire la même chose? Et enfin, Madame la Présidente,
en ce qui concerne justement le soutien à Samir DC, nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions demander ce soutien et que la SADC puisse intervenir parce que nous avons sur le territoire de notre pays un pays envahisseur. Et ce Conseil de sécurité est un Conseil de sécurité des Nations Unies qui sait que une intervention militaire de ce genre-là, une agression, doit être repoussée par la communauté internationale. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. La persécution des peuples rwandophones ou encore les soutiens des forces armées de la RDC au FDLR, toutes ces accusations portées par le représentant du Rwanda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ont été balayées du revers de la main par le représentant de la République démocratique du Congo qui soutient et sans nul doute que l'agression rwandaise est plutôt économique. Suivez. Le cadre des efforts déployés pour parvenir à une force plus offensive, le gouvernement de la RDC a demandé aux pays de la SADC d'intervenir. Ainsi, l'on peut aisément convenir que la SAMIDRC est loin d'être neutre. De fait, elle s'est même ralliée à des groupes armés illicites à forte connotation ethnique tels que les FDLR agissant sous couvert des FRDC. Les FRDC sont très liés aux FDLR, fournissent un soutien militaire, financier et autres. Ce soutien au FDLR représente une menace importante pour la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Rwanda. Les FDLR sont une menace pour le Rwanda et la région des Grands Lacs dans son ensemble, du fait de ses capacités renforcées de nuire et du soutien dont elle bénéficie des autorités au plus haut niveau de la RDC, qui s'étaient même engagées à provoquer un changement de régime au Rwanda. Les FDLR représentent une menace pour la stabilité régionale, du fait de son idéologie génocidaire dangereuse, un cancer profondément ancré au sein de la population congolaise. Ainsi, nous sommes aujourd'hui confrontés à une épuration ethnique, à des discours de haine visant les Tutsis congolais, et le conseiller spécial de l'ONU en charge de la prévention du génocide, des États membres ici présents et d'autres observateurs l'ont dénoncé. Nous devons prendre cette situation très au sérieux. À la lumière de ces faits, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est préoccupant que le Conseil de sécurité de l'ONU envisage d'appuyer cette force en vertu de la résolution 2717-2023. Le Rwanda exhorte l'ONU à étudier de très près les SAMIDRC, à s'assurer que le soutien demandé est conforme à la politique de diligence voulue en matière de droits humains, un élément mentionné à plusieurs reprises ce matin. Il est du devoir du Conseil de faire en sorte que les contributions des États membres ne tombent pas entre les mains de groupes armés illicites et, a fortiori, pas entre les mains d'un groupe terroristes sanctionnés par l'ONU tels que les FDLR. Nous demandons au Conseil de réfléchir à deux fois pour ne pas devenir l'artisan des forces génocidaires, ne pas se retrouver entaché du fait de son association avec ces crimes. Tout soutien à ces forces liées au FDLR risquerait d'entacher l'ONU. Madame la Présidente. Et après avoir écouté les deux parties, la Suisse a demandé et a exigé au Rwanda de retirer ses troupes sur les sols congolais, car à en croire sa représentante au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le seul gage pour les retours de la paix dans cette partie de la RDC. À cet égard, la progression continue des forces de défense rwandaises et du M23 dans l'est de la RPDC, notamment la récente occupation de plusieurs localités du territoire de Lubero, est inacceptable. Cette avancée constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons instamment le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. De même, nous appelons les FARDC à tenir leurs engagements et cesser leur soutien au FDLR. Deuxièmement, aucun dialogue de paix durable ne pourra aboutir si les parties continuent à violer le droit international. La Suisse reste préoccupée par l'augmentation des attaques contre les civils, des recrutements d'enfants et des violences sexuelles liées au conflit
dans toutes les zones affectées par le conflit. Les parties doivent prendre des mesures concrètes pour protéger la population civile. Conformément au droit international humanitaire, les parties doivent notamment éviter de placer des objets militaires à l'intérieur ou à proximité de zones fortement peuplées. Pour sa part, la France reste formelle sur les 5 points essentiels pour faire avancer les discussions entre la République démocratique du Congo. Le pays d'Emmanuel Macron exige entre autres la reprise des dialogues dans le cadre du processus de Luanda ainsi que la cessation des pressions exercées par le M23 sur la MONUSCO pour s'arroger les contrôles de certaines zones. La France condamne cependant la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Écoutons l'extrait de son représentant aux Nations Unies. La France est très préoccupée par l'escalade en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces violences alimentent la crise et les violations du droit international. La France condamne le bombardement du camp de déplacés de Mugunga le 3 mai dernier et elle demande que toute la vérité soit faite sur cet incident. Elle condamne également les attaques qui ont causé la mort de personnels humanitaires le 1er juillet. La France salue l'annonce le 4 juillet d'une trêve de 2 semaines entre les belligérants. Celle-ci doit ouvrir la voie à une reprise du dialogue en vue d'un règlement dans le cadre du processus de Luanda. L'ensemble des parties doivent agir en ce sens. La France soutient les efforts du président de l'Angola. Cette trêve doit aussi permettre un accès humanitaire complet. La France condamne l'action des groupes armés dans l'est de la RDC, dont le M23, qui a poursuivi son offensive depuis le début de l'année et étendu son contrôle en direction du nord de la province du Nord Kivu. Elle dénonce les pressions exercées par le M23 sur la MONUSCO pour s'arroger le contrôle de certaines zones. Le rapport pour 2024 du panel d'experts a mis en lumière les liens entretenus par plusieurs groupes armés avec des acteurs étatiques. La France condamne la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le soutien militaire du Rwanda au M23, ainsi que la présence de plus en plus importante des forces militaires rwandaises sur le territoire congolais. Ces agissements doivent cesser. Il importe que la République démocratique du Congo, de son côté, mette un terme aux liens entre les forces armées, ses forces armées et les FDLR, et nous saluons son engagement à démobiliser les combattants de ce groupe. La France salue le déploiement de la SAMI-RDC. Elle a pris note des recommandations du secrétaire général pour renforcer la coopération entre la MONUSCO et cette force régionale. Un projet de texte sera présenté prochainement aux membres du Conseil de sécurité à cette fin par ma délégation. La France demande par ailleurs aux forces régionales de renforcer leur coordination avec la MONUSCO. Elle salue le travail du groupe d'experts établi par la résolution 1533 ainsi que le renouvellement du régime de sanctions. Elle rappelle que l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo ne vise que les groupes armés et qu'il ne concerne plus les autorités congolaises ou les forces régionales partenaires. La MONUSCO continue de jouer un rôle clé. Le rapport conjoint des Nations Unies et des autorités congolaises est clair sur les défis rencontrés lors du retrait du Sud Kivu. Les conditions qui ont permis ce retrait ne sont pas encore réunies au Nord Kivu et en Ituri. La France salue la volonté du gouvernement congolais de consolider le transfert de responsabilité au Sud Kivu avant d'avancer vers les prochaines étapes. Elle a pleinement confiance dans le gouvernement congolais pour poursuivre sa coopération avec les Nations Unies. De son côté, la représentante des États-Unis d'Amérique est restée formelle. Le Rwanda n'apporte pas que de l'aide au M23, mais il s'agit plutôt d'une implication directe et décisive. La preuve, c'est la présence de plus de 4000 troupes rwandaises sur les sols congolais. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes
auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain, notamment, et des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites. Quittons à présent les Nations Unies, mais restons toujours dans les chapitres sécuritaires. Les stagiaires de la 7e promotion de l'École supérieure des arts militaires ESAM en sigle en voyage d'études en Égypte ont visité le week-end dernier les commandements des forces parachutistes et de forces Tramboat au Caire. Le détail dans ces reportages. Le commandement des forces parachutistes égyptiennes est la première étape de la visite d'études des stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa en République arabe d'Égypte. Ces stagiaires ont, sous la conduite du général des brigades Kakenza Jean-Claude, passé au peine fin ce dimanche 7 juillet 2024, le mission, le fonctionnement, l'historique et les rôles de cette unité de l'armée égyptienne. Au cours d'un briefing fait par le général Armat, commandant de cette unité, ils ont par la même occasion pris part à une série de démonstrations de parachutistes qui a conduit les stagiaires du Wind Tunnel jusqu'à la zone de saut. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires après une série de questions-réponses. C'est ici, dans cette zone de saut, que les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont clôturé leur visite d'études au commandement des parachutistes de l'armée égyptienne, et les stagiaires ont été suffisamment édifiés par rapport à leurs questions qui ont été posées sur l'appui logistique et l'administration de cette unité. Le fait final recherché a été atteint par les stagiaires quant à la gestion de cette unité d'un grand échelonnement par rapport au module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire. Du commandement para, les stagiaires de l'ESAM se sont rendus juste après au commandement des forces spéciales égyptiennes, Thunderbolt. Le commandant des forces spéciales a salué la coopération militaire entre les deux nations. Ils ont sur les lieux assisté à des séries de démonstrations des rangers égyptiens. Nous serons de la prestations les plus importantes. À la fin de la soirée, le général des brigades Kakenza Jean-Claude a présenté ses civilités à l'ambassadeur Moussenga Kassongo Jean-Baptiste de la RDC en Égypte. Pendant ces temps, les gouverneurs militaires de la province d'Elituri, le lieutenant-général Lubuya Chamadjoni, appellent la jeunesse estudiantine de Bunia à être vecteur de la paix dans leur communauté respective. C'était au cours d'une matinée qu'il a tenue avec ces jeunes. Suivez. Devant une crème intellectuelle composée essentiellement des étudiants de l'université Shalom de Bunia, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est apaisanti sur les cadres légaux et missions de l'état de siège, les enjeux de cette violence, les avancées significatives enregistrées à ce jour sur les plans sécuritaires et de développement avant de proposer des pistes de solutions pour une paix durable dans cette province, d'où l'implication de la jeunesse estudiantine s'avère indispensable pour influencer ces milliers d'origines au profit de la paix, insiste le lieutenant-général Lubuyanka Chamadjoni. Nous avons une jeunesse responsable et donc il y a eu une revendication parce que cette jeunesse voulait bien participer, n'est-ce pas, au processus de paix. Et que donc cette jeunesse a fait appel à nous pour lui donner des outils, de sorte qu'effectivement elle puisse participer à ce processus de paix. Non seulement qu'ils comprennent, mais ils veulent même aller au-delà. Ils veulent s'accaparer de ces outils-là et comprendre de quoi il s'agit pour que, effectivement, eux aussi puissent se déporter, n'est-ce pas, dans leurs différents milieux et prêcher, n'est-ce pas, ce que nous venons de leur apprendre ici. Le porte-parole de l'université Shalom de Bunia, l'initiateur de cette activité, s'engage à accompagner le processus de la recherche de la paix amorcé par l'administration militaire de l'Ituri. Nous
étudiants, nous provenons de différentes communautés qui constituent la province de l'Ituri. Alors après ce genre de sensibilisation, il est maintenant de notre rôle de revenir auprès de nos communautés, auprès de nos frères, comme l'a souligné son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de notre province, de revenir auprès de nos frères, de revenir auprès de nos oncles et ainsi leur transmettre quand même le message de paix, le message de cohabitation, parce que comment nous pouvons arriver à cohabiter ensemble malgré la diversité des ethnies et des communautés en province de l'Ituri. Notons que plusieurs autres thèmes ont été développés par deux éminents professeurs, à l'occurrence l'honorable Bungichaba Bukato, à savoir conflit en Ituri, regard rétrospectif et prospectif pour le développement de la province. Une séance de jeux, questions et réponses à clôturer cette conférence scientifique. Je l'avais dit dans le titre, l'humanité célèbre ce 9 juillet 2024 la journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres en RDC. Cette journée a été célébrée avec faste sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui s'est déplacé à l'école de police de Kassangoulou dans la province du Congo central. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de cette province a remercié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour avoir choisi sa province comme site pilote pour cette cérémonie. De son côté, le patron de la territoriale a exprimé l'intention du gouvernement congolais de mettre fin à la circulation des armes entre les mains de personnes non habilitées. Quelques heures après la tenue de la première réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à Kinshasa, Jacquemain Chabani-Luko a jeté son dévolu sur la province du Congo central que dirige le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo pour la célébration de la Journée internationale de la destruction des armes légères et de petit calibre. Pour la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, bras séculier du gouvernement national dans ce secteur, la situation sécuritaire et l'insuffisance des lieux de stockage sont parmi les raisons de la prolifération de ce type d'armes. La situation sécuritaire, l'insuffisance des infrastructures de stockage, le manque de rénovateurs qualifiés et d'équipements appropriés favorisent l'accumulation des armes non fonctionnelles. Pour les munitions obsolètes, en fonction de la dangerosité posée par les processus, il s'agit des munitions instables, elles sont détruites sur place. Sinon, elles sont évacuées vers un site de destruction. Dans son mot de bienvenue, l'autorité provinciale du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a loué l'engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement de faire taire les armes en Afrique. Le chef de l'exécutif provincial a promis donc son accompagnement dans cette lourde mission de la CNC/ALPC qui se veut être une barrière contre la propagation de ces armes légères et fortement accessibles. Ce quinquennat 2024-2028, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a comme mission la surveillance attentive de la qualité et du bon fonctionnement des armes légères et de petits calibres telles que soutenues par le service de lutte anti-mine de la MONUSCO, visant à lutter contre la propagation interdite par la loi des armes légères. Je profite de cette occasion pour exprimer ici ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, d'avoir choisi notre province comme site de la tenue de cette grande cérémonie. Le patron de la sécurité nationale a quant à lui dressé un bilan plutôt sanglant de cette activité armée responsable de 500 000 décès par an dû à la facilité dans l'accès et le maniement de ces armes légères. Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. Leur accumulation a une grande responsabilité dans l'aggravation des tensions. Les armes circulent dans le monde entier, bien au-delà des zones de conflit. Cette prolifération est la cause directe
de nombreuses violences, homicides, tortures, viols et d'autres mauvais usages. Les données de ce marché restent opaques, mais on estime que la vente d'armes classiques, autres que nucléaires, chimiques ou biologiques, représente un volume de 80 milliards de dollars américains par an et à cause de ce trafic, près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu, que ce soit ou non en temps de conflit. Deuxième acte, et pas le moindre de cette importante journée, la visite du site aménagé pour la destruction de ces armes illicites, approvisionnant un grand circuit des organisations criminelles. En vue d'appuyer la quintessence de cette journée, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité a procédé à la destruction symbolique de certaines armes sous le regard de l'autorité de province et autres invités à cette cérémonie. Parlons justice à présent. Le procès coup d'État se poursuit au tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe qui a dans les tribunaux justement a auditionné les expatriés qui ont été impliqués dans ces dossiers dont le 3 américain. Retour sur cette audience à travers ce reportage. Il a adopté une stratégie d'auditionner d'abord les expatriés cités dans l'affaire du coup d'État monté et manqué du 19 mai 2024 à Kinshasa par les assaillants du mouvement New Zaïre. Les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, que dirige le major magistrat Freddy Eoumé Ampia, a poursuivi l'instruction de la cause lundi 8 juillet 2024 en auditionnant les prévenus Marcel Malanga, un des coordonnateurs des opérations selon le ministère public, Zalman Pauline Benjamin Riben, étant pilote des drones et porteur d'armes, et Taylor Krista Thompson, lui aussi pilote des drones et porteur d'armes, à en croire l'organe poursuivant. Les prévenus Zalman a nié les ports d'armes, lui imputés par le ministère public les jours des faits, mais a tout de même reconnu son rôle des preneurs d'images. Taylor Krista, qui pilotait lui aussi les drones lors de l'attaque de la résidence de Vital Kamere et les palais de la nation, est passé aux aveux concernant son port d'armes, mais s'est défendu en ces termes, je cite, « J'ai été contraint par Christian Malanga à tenir l'arme de guerre, même si je ne sais pas la manier au risque d'être tué par lui en cas de refus. » Fin de citation. Mais l'organe accusateur a fait savoir au tribunal que chacun de ses prévenus avait un rôle précis qu'il a joué dans cette organisation pour renverser le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les drones m'appartiennent. C'est ce qu'il a dit. C'est moi qui ai empêché les drones, pourvoyeur de la bande. Voilà, Monsieur le Président, pour tous ces faits, nous les poursuivons sous pied de 6 préventions. L'attentat dans le but de renverser le régime. Il dit qu'il n'était pas là. Mais les propos du renversement du régime ont été entendus pas seulement par l'officier du ministère public, par nous tous. Tous, en anglais et en igal. Fini le régime. Cette affaire reste donc à suivre. Toujours en justice, comme annoncé, mesdames, messieurs, à l'entame de cette saison d'information à dater de ces jours, le gouvernement congolais va devoir récupérer ces biens meubles et immeubles qui sont spoliés par les particuliers. Cette décision a été prise et annoncée à l'issue d'une réunion qui a mis ensemble le ministre de la Justice et garde des Sceaux ainsi que son collègue de l'urbanisme et habitat. Il est question pour nous de lancer une opération de récupération de biens de l'État et d'assainir le secteur de l'urbanisme et d'habitat. Donc le bien privé du domaine privé de l'État comprend notamment les immeubles, les maisons, qui sont aujourd'hui spoliés par ce qu'on appelle les spoliateurs. Alors, à la 3e réunion du Conseil des ministres, dans sa communication, son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État.
Donc, je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du chef de l'État. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Donc les maisons, les immeubles, les emprises qui ont été spoliées, il faut que l'autorité de l'État soit instaurée et rétablie dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Grogne au sein du parti présidentiel, le torchon brûle entre le secrétaire général Augustin Kabouya et l'ex-ministre de la Justice, plutôt de la Santé, Eteni Longondo, qui justement a tenu un point de presse pour mettre à nu toute la mégestion du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aristote Ndombele était présent. Lorsque Kabouya, en son temps, avait proposé M. Eteni Longondo pour être nommé ministre, avait-il fait du clientélisme? Il n'y a aucun malaise, ni des remous à l'UDPS, depuis l'entérinement, à travers les congrès extraordinaires en date du 26 août à Ngandayala, de la résolution issue de la session extraordinaire qui a vécu en début d'année 2023 à Kisantu dans les Congo central. Toute cette surproduction verbale de M. Eteni Longondo sur base d'un document truffé de contre-vérités a peut-être un sens. M. Eteni Longondo, c'est un frustré de haut rang. En conférence de presse le week-end, Joseph Boulaboula, jeune cadre de l'UDPS, s'étonne du fait que l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS ait relevé dans sa correspondance que le parti au pouvoir sous la gestion d'Augustin Kabouya n'est pas organisé. Nous revenons des élections et vous êtes tous sans ignorer que c'est l'UDPS qui est la première force politique. Pensez-vous qu'un parti qui soit mal organisé puisse obtenir ces scores-là aux élections? Non. Ce que Eteni Longondo fait, c'est chercher le pouls sur la calvitie d'une personne chauve. Mais si Eteni Longondo doit avoir le courage de nous dire qu'il a déjà traversé et qu'il est en train de jouer pour les comptes de l'ennemi, dire que l'IDPS est mal géré, que l'IDPS n'est pas réorganisé, c'est faux. Aujourd'hui, à l'IDPS, on a une commission de gestion d'ambition. Citez-moi ne serait-ce qu'un autre parti au Congo que vous connaissez qui a déjà fait cela. Non, nulle part ailleurs, mais c'est à l'IDPS où vous êtes licencié, avant de devenir ministre, on vous demande d'aller déposer votre dossier au niveau de la commission de gestion d'ambition, qui statue au vu de tout le monde, on délibère et on dit tel est retenu. Comme plusieurs autres membres du parti de Félix Tshisekedi, Joseph Boulaboula pense que la missive du nommé André Longondo, non seulement elle est teintée de mensonges, aussi ignore-t-elle totalement la priorité pour le chef de l'État et pour toute la nation congolaise en ce moment. L'urgence aujourd'hui, c'est d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, à pacifier l'Est, à traiter la question des dollars. Aujourd'hui, c'est l'éducation des Congolais, l'infrastructure, c'est ce qui est prioritaire. Comment nous devons matérialiser les 6 engagements de M. Félix Antoine Tshisekedi? La question de 2028, ça va venir. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes frustré et que vous devez demander aujourd'hui qu'on réorganise des assises pour parler de 2028. Qu'est-ce qu'il cogite? Je vais m'associer à la thèse d'un confrère qui a parlé tout à l'heure et que peut-être il est en envie de créer son parti politique. Signalons que c'est devant un groupe de jeunes non autrement identifiés que le ministre honoraire de la Santé, qu'entouré d'autres visages frustrés, a tenu sa conférence de presse lundi dans une salle où on n'a vu aucun cadre du parti. Ceci fait indubitablement figure d'un premier signe de l'échec du complot. Si vous avez été informé lorsque l'IDPS était en train d'organiser les primaires pour choisir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, on a organisé des séances, des activités où on a demandé à chaque candidat qui aspirait à accéder à cette fonction, à prendre la parole, à nous dire qu'est-ce qu'il ferait pour le pays s'il accède une fois au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous serez étonné de la réaction des pays. Il a balbutié, cher ami. Monsieur Eteni a manqué de mots. Il a commencé à nous relater des histoires. 5 minutes sans pour autant prononcer ne serait-ce qu'une phrase. Cette expérience-là. Merci beaucoup. D'autant plus que vous avez consommé votre temps. Je vous remercie.
Réponse du berger à la bergère. Joseph Boulaboula, lui aussi cadre du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est monté au créneau pour rejeter en bloc toutes les accusations de Eteni Longondo dans un point de presse animé également hier dans la soirée. Il appelle l'ancien ministre de la Santé à mettre la lumière sur les fonds qui ont été alloués à son ministère lors de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Nous pouvons mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le dessein bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, madame, messieurs, l'essentiel de l'actualité de ce mardi 9 juillet 2024 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Place au rappel de titres. Célébration ce 9 juillet 2024 de la journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres. Là, c'est l'école de police de Kassangoulou qui a été choisie comme site pilote pour une célébration présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et puis, à dater de ce jour, le gouvernement de la République va procéder à la récupération de ces biens meubles et immeubles spoliés par des particuliers. Cette décision émane d'une réunion tenue en tête-à-tête entre le ministre de la Justice et garde des Sceaux et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour la grande équipe de PSB de vous présenter cette édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Cette édition a été réalisée par Aristote Ndombele, présentée par Degra Spécier, le tout sous la coordination de Richard Mayassi. Nous vous donnons rendez-vous très vite avec d'autres informations. Prenez soin de vous.